Everybody let's do top retour. Ha! Ha! Là pourquoi je fais plus ça dans mes intros, moi. Donc, notre deuxième choix pour le top retour de Disney VHS il y a un mois de ça a été pour Kung Fu Panda. C'était assez évident à voir venir ça aussi, hein. J'ai hésité à le faire parce que, je sais pas si vous vous souvenez, c'est mon film animé non Disney préféré, mon troisième film animé préféré tout court, et facilement dans mon top 10, tout film confondu, donc gros morceau, hein. Un cas très spécial pour moi. J'adore ce film, ce qu'il véhicule, son action, ses personnages, c'est difficile de trouver beaucoup de choses à redire, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puisque vous avez tenu à ce que je fasse ce top retour, je vais devoir me faire violence et trouver des points qui me déplaisent là-dedans, alors que c'est difficile, hein. Mais c'est comme les films préférés que j'ai, comme Toy Story 3 ou La Planète au Trésor. J'ai réussi à le faire pour ces deux-là, je devrais y arriver pour Kung Fu Panda. Même s'il y a des points qui vont peut-être un petit peu se rejoindre, et comme pour Toy Story 3 et La Planète au Trésor, ça va pas être des gros points négatifs. Globalement, il n'y en a véritablement qu'un seul que j'estime comme étant vraiment gênant d'une quelconque façon. Mais on va voir ça tout de suite, on va voir pour le top 5 des pires points de Kung Fu Panda. Numéro 5, le gros détour de Tai Lung. Je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de défendre ça, mais pour moi, dans la temporalité, c'est pas super logique, hein. Le gars, il est libéré par accident par un gars qui arrive à faire le retour à vol d'oiseau. Je le comprends. Et vous avez plusieurs jours pour vous préparer à son arrivée. Il y a cette différence-là entre son évasion et son arrivée à la ville. En fait, même pas son évasion, c'est le moment où le canard a rapporté l'évasion, hein. Et je suis pas un spécialiste, mais il me semble que les canards sont pas les oiseaux qui volent le plus vite, hein. Mais n'hésitez pas à me reprendre là-dessus, hein. Donc, ouais, je trouve que c'est un peu gros, hein. Surtout qu'en plus, à mi-chemin, tant qu'à faire, il rencontre les 5 cyclones qui ont l'occasion de revenir avant lui et de préparer un tout petit peu les choses quelques heures avant, donc il prend son temps. J'ai envie de dire, peut-être qu'il veut savourer la chose. Je marche lentement, je me prépare pour ce grand combat, je vais pas me presser. Peut-être, allez savoir, peut-être que c'est pas un gros impatient, même si dans sa confrontation avec Shifu, ça donne pas trop cette impression-là. Et vraiment, on est d'accord que c'est pas grand-chose. Dans les problèmes de temporalité que j'ai dessinés à de nombreux moments dans pas mal de films que j'ai vus, c'est loin d'être parmi les pires. Mais c'est quand même un petit peu présent. Numéro 4, Skadoosh. La prise de doigt mouché. C'est amené. Je ne vais pas dire le contraire, c'est amené, cette espèce de technique qui consiste à prendre le petit doigt de quelqu'un et à le faire éclater. C'est juste que je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu facile. C'est pas gravissime, c'est pour ça que je mets ça qu'en numéro 4, parce que c'est juste une façon comme une autre d'en finir avec Tai Lung. Il aurait pu faire autre chose, ça aurait rien changé au déroulé. Néanmoins, je peux pas m'empêcher de trouver ça un petit peu gros, qu'il existe comme ça dans le Kung Fu, une technique qui permet de désintégrer quelqu'un, ou de l'envoyer dans le monde des esprits, si vous préférez, en lui tenant le petit doigt. Alors je comprends, c'est le spectacle, mais ça reste un petit peu facile, un petit peu too much. Pas beaucoup, hein. J'accepte ça parce que maintenant c'est un peu iconique, mais too much quand même, un peu too much. Numéro 3, la fin de Oogway. C'est quand même très pratique sur le timing, ça. Et c'est même pas le fait que ça arrive durant cette période-là qui est un peu gênant, c'est surtout le fait que pile au moment où Shifu vient lui dire « Hey, Tai Lung s'est enfui, il faut faire quelque chose. » Ah ben zut, c'est à ce moment-là que je dois partir. On n'aurait pas pu faire un truc genre une scène après, on va dire je vais essayer de faire un peu quelque chose, mais non, mon temps est venu. Non, c'est pile poil, ça s'enchaîne. C'était peut-être un chouïa excessif de faire ça aussi vite.
chouïa. Et ouais, on sent que ça le force un peu pour enlever cette béquille, pour lutter contre cette menace, parce que sinon ce serait pas la même. Mais, comme je l'ai dit, je me suis trouvé une petite théorie pour justifier ça. Et le point numéro 2, la prophétie autoréalisée. Toujours pas fan de ça. Si Oogway n'avait pas dit que Tai Lung allait s'enfuir, il n'aurait pas mis en place les événements qui l'ont fait s'enfuir. Donc c'est de ta faute. Alors, je vais mettre quelques petits bémols là-dessus, mais je tiens quand même à appuyer un truc, parce qu'on m'a repris à 2-3 reprises là-dessus, comme quoi une prophétie doit un peu s'auto-alimenter. Elle doit se nourrir elle-même. Non. Ce n'est pas une obligation. Une prophétie peut permettre à quelqu'un de se préparer à quelque chose qui va venir. Comme quoi, ce truc va arriver, d'accord, mais la personne saura que ça va arriver et va pouvoir un petit peu faire en sorte que ce ne soit pas aussi grave que ça le pourrait. Par exemple, ou on pourrait défaire cette prophétie comme quoi les choses devraient se passer d'une telle façon, mais en fin de compte, non. On va en l'encontre de la chose. On prouve que le destin n'est pas tracé. Ça peut marcher comme ça aussi. Il y a des tas de façons de jouer avec la chose, même en partant sur le concept de destin, sans partir sur « Ah, c'est parce que je te l'ai dit que ça va se produire !» Non, 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 ce n'est pas une obligation, non. Et ouais, je suis pas fan de ça, je trouve que c'est grossier, et ça donne vraiment envie de baffer la personne qui a balancé ça, parce que si elle avait fermé sa gueule, eh ben ça n'aurait pas eu lieu. Ou la personne qui a envoyé la vision, ou je ne sais quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est gênant pour moi, ça l'est moins que notre cas pour deux raisons. La première, c'est que même si Oogway n'avait pas dit ça, vu la résilience de Tai Lung, c'est pas impossible que dans un futur éloigné, ça ait lieu. C'est pas impossible qu'il ait pu s'échapper à un moment donné, même sans la visite de ce canard-là. Et le deuxième point, c'est la théorie que j'ai dite dans ma critique. Donc je vais pas aller dans le détail, mais oui, c'est une théorie que je me suis faite. Comme quoi, je pense qu'Oogway savait plus ou moins, partiellement du moins, ce qui se passerait en disant ce qu'il a dit. Et il voulait faire en sorte, avant de partir, de laisser cet héritage à Shifu, de mettre en place le guerrier dragon en faisant en sorte de tourner complètement cette page, sachant que sa fin était toute proche. Quand on va sur cette interprétation qui n'est qu'une interprétation, c'est clairement pas quelque chose d'un tant soit peu confirmé dans le film, oui, ça a plus de sens. Mais je peux pas non plus dire que ça rend ses défauts complètement caduques, parce que c'est juste moi qui essaye de m'imaginer un cadre, une situation où ça a du sens. Et je ne veux pas être un de ces fans, plutôt fanboy, qui tiennent absolument à tout justifier et de se dire « c'est bon, vous avez compris, il n'y a pas de problème ». Si. Ça peut être problématique dès lors qu'on ne se triture pas les méninges pour essayer de justifier ça par soi-même, parce que le film ne le dit pas. Et donc je tenais à l'appuyer. Mais oui, à cause de, ou plutôt grâce à ce que je pense de ces événements, c'est pas aussi grave que ça le pourrait. Même si je suis toujours, mais vraiment toujours pas fan des prophéties auto-alimentées. Mais c'est pas parce que c'est pas aussi grave que ça le serait en temps normal pour moi, que ce n'est plus grave du tout, que ce n'est plus du tout un problème d'une quelconque façon. Au bout du compte, ça ressort comme étant assez faible pour moi, mais ce n'est pas complètement rien. Numéro 1, la transition de Po en champion trop rapide. Ça fait partie des tropes de films qui manquent de logique. Cette impression donnée au public qu'il suffit d'un déclic pour que tout se comprenne et s'enchaîne super vite, de façon à ce que tel personnage devienne super puissant du jour au lendemain. Et donc, ce concept de montage, ça fait partie des clichés que j'aime bien. Franchement, ce qui fait que je ne devrais pas détester ça particulièrement, qu'on soit d'accord. C'est juste que, au-delà
de cet aspect-là. Le côté Po qui est un fanat de la nourriture, qui est prêt à faire des tonnes de trucs de dingue pour aller bouffer. Où est-ce qu'on a vu ça avant la scène que je viens de vous montrer? À quel moment du film on est censé comprendre que c'est un Morphal qui est inspiré par son désir de manger et il faut canaliser ça pour arriver à lui enseigner le kung-fu? À quel moment il y avait cette partie-là du personnage qui pouvait se comprendre avant cette fameuse scène qui va tout lancer? Je ne vois ça nulle part. Et donc, tout ça s'enchaîne alors qu'on sait que Tai Lung est sur le chemin et ils ont tout le temps de faire leur entraînement, leur voyage, leur montage, jusqu'à ce que Po devienne un petit peu maître dans son art. Même s'il ne s'en rend pas complètement compte puisqu'il n'a pas l'occasion de mettre en pratique directement, mais maintenant il l'est. Ça va vite. Et thématiquement, c'est aussi satisfaisant sur beaucoup de points. Le développement de Shifu, le développement de Po, leur relation qui se noue grâce à ça. Il y a beaucoup de choses qui sont positives là-dedans, franchement. Mais je peux pas dire non plus que c'est rien, cette façon express de faire passer Po de 0 en champion. Je trouve que c'est facile. C'est la grossièreté d'écriture la plus flagrante du film. Et même malgré ça, j'irai pas jusqu'à dire que c'est horripilant ou extraordinairement affreux. C'est juste le truc le plus dans ta gueule visible pour moi à redire. C'est pour ça que je le mets en numéro 1. Mais ça veut pas dire une seule seconde que ça me sort du film d'une quelconque façon. Je le redis, mon 3e film animé préféré. Qu'on n'aille pas croire une seule seconde que je me force à voir le mal pour emmerder les gens. J'adore ce film, mais j'estime que c'est très important en tant que fan d'une œuvre de savoir dire les petits points noirs juste pour savourer davantage ce qui fait que ça marche. Ce qui fait que, en dépit de ça, le reste est tellement énorme que c'est anecdotique presque. Oui, ces problèmes sont là. Je vais pas les nier. Je trouve qu'ils sont pas complètement à rejeter, mais par rapport à tout le bien que Kung Fu Panda a fait dans le développement de ses personnages, son action, son ambiance, c'est du pipi de chat et c'est très facilement compensé. Très facilement. Mais ouais, je suis revenu sur un de mes films préférés pour la je ne sais combienième fois pour en dire du mal. Ça n'a pas été sans difficulté parce que j'avoue que j'ai un petit peu hésité. Je vous cache pas, les points 5 à 2, franchement, vous pouvez les mettre dans n'importe quel ordre selon vos goûts. Ça n'a pas grand chose pour moi. C'était toujours intéressant de se pencher sur les nuances à apporter, que ce soit en bien ou en mal, aux œuvres qui nous ont marqué à ce point-là. Et donc je suis content qu'on ait un peu choisi ce film-là, même si c'était très évident. Je vous remercie et on verra par la suite quel top retour je ferai. J'ai rien de précis, de prévu, que ce soit en titre ou en date. On verra bien. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Bye.